Bonsoir, bon anniversaire. 40 ans, c'est le début de la période du démon de midi, ça tombe bien parce que c'est vraiment le moment où il faut être aussi jeune, retrouver ses 20 ans pour les Greta, pour tous les acteurs d'ailleurs de la formation, de l'éducation en général, de la formation tout au long de la vie, parce que ça va bouger beaucoup, c'est en tout cas ce que je vais essayer de vous dire pendant cette petite heure qu'on va passer ensemble, en tout cas que je vais passer sur scène. Un petit mot, j'ai également une autre casquette. Je suis membre d'un conseil qui s'appelle le Conseil national du numérique. Certains d'entre vous avaient peut-être repéré qu'il avait remis un rapport à la ministre de l'Éducation et à la secrétaire d'État au numérique, qui s'appelle Jules Ferry 3.0, on a été modeste comme vous voyez, et qui s'interroge sur l'avenir de l'école pour tous. Alors c'est plutôt l'école que la formation tout au long de la vie, mais évidemment vous avez parlé de continuum, donc on a quand même un certain nombre de conclusions qui probablement sont applicables. L'avenir donc de l'école pour tous à l'ère numérique. Donc, certains de mes propos seront teintés aussi d'enseignements issus des 9 mois de travail autour de ce rapport. Alors, cela dit, ce n'est pas forcément le moment le plus facile pour parler aujourd'hui du numérique, parce qu'on est quand même aussi dans un moment où, à l'échelle mondiale, pas seulement à l'échelle française, où on aime bien dénigrer les choses nouvelles souvent, mais à l'échelle mondiale, on est dans ce que Bernard Stiegler, le philosophe, désigne comme un blues du net aujourd'hui. Un blues qui, c'est important, c'est pas une tristesse, c'est la nostalgie d'un espoir perdu quelque part d'une terre promise qu'on n'atteindra jamais. Mais c'est quand même le moment où on a toutes nos affaires de surveillance, nos inquiétudes en matière de vie privée, les études qui disent que 40 ou selon les études 70% des postes de travail d'aujourd'hui pourraient disparaître face à l'automatisation, pourraient être peut-être remplacés par d'autres, mais on a de plus en plus de mal à savoir par quel type de métier, parce que ce sont aussi des métiers de conception, des métiers de service, des métiers de relations qui sont aujourd'hui remplacés par des dispositifs numériques. C'est aussi le moment où un certain nombre de métiers se considèrent comme, à juste titre ou pas à juste titre, comme concurrencés par des nouvelles plateformes. Alors il s'agit bien sûr des taxis face à Uber, mais il s'agit aussi des hôteliers face à Airbnb, ou même dans des métiers auxquels, enfin je suppose d'ailleurs que vous formez, non pas forcément au métier de taxi, mais certainement à des métiers de l'hôtellerie, mais aussi dans d'autres métiers, par exemple les graphistes, les designers, qui s'inquiètent de la multiplication de plateformes sur lesquelles on lance sans arrêt des appels d'offres pour faire avec pas beaucoup de connaissances en fait de l'entreprise ou du produit concerné, des logos, des packaging, etc. Donc le sentiment que voilà, il y a toute une série de choses compliquées, difficiles, à la fois intéressantes et excitantes évidemment qui se passent autour du numérique, mais que à la fin on a aussi un numérique qui contribue à une forme d'inquiétude ambiante, et d'inquiétude notamment vis-à-vis de l'état de l'économie, vis-à-vis de l'état de l'environnement, vis-à-vis de l'état de la société, vis-à-vis de l'emploi et des opportunités proposées, ou des conditions de travail, on y reviendra, et des opportunités proposées aux uns et aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que ce doute existe également dans les entreprises. Le président de l'association FING, Philippe Lemoine, écrit ou dit depuis longtemps, qui vient pourtant, qui n'est pas un sceptique, sinon il ne serait pas notre président d'abord, et qui, sinon il n'aurait pas été convié à produire un rapport qu'il a remis il n'y a pas très longtemps non plus à Emmanuel Macron et Marie-Lise Lebranchu sur la transformation numérique de l'économie française, mais lui-même dit pour un jeune, nourri, biberonné à des usages informatiques personnels, individuels, sociaux, le fait de rentrer dans le service informatique d'une entreprise, c'est un vrai choc. C'est presque l'endroit le plus symbolique de ce qu'il peut y avoir de poussiéreux dans l'organisation des entreprises. C'est l'endroit encore où on dit non, où on dit un peu tout le temps non, c'est pas possible. C'est un endroit très hiérarchique. C'est un endroit où on s'amuse pas beaucoup, souvent en tout cas. Il y a certainement des exceptions. Et puis l'ancien patron des informaticiens des grandes entreprises, Jean-Pierre Cornu, qui a dirigé l'informatique de Renault pendant des années, mais aussi le CIGREF, le club informatique des grandes entreprises françaises, qui dit depuis 15 ans, alors il l'a dit il y a 5 ou 6 ans, hein, mais depuis 15 ans, l'informatique est le principal obstacle à l'innovation des entreprises,
ce qui pourrait converger, je vous dirai un peu pourquoi il dit ça, bien sûr, avec ce qu'écrit dans un livre qui s'appelle alors c'est un jeu de mots difficile à traduire, hein, Does IT matter? Does it matter? Est-ce que ça compte? Et évidemment, IT, c'est les technologies de l'information. Nicolas Carr, qui est un des grands gourous du monde numérique, un consultant très recherché, qui dit, mais au fond, aujourd'hui, quand on regarde statistiquement, simplement, y a-t-il une corrélation entre l'importance de la dépense informatique d'une entreprise et sa performance financière? Eh bien, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, au fond, ces gens-là? Ils nous disent pas, faut qu'on arrête d'informatiser, ils nous disent, au fond, aujourd'hui, c'est en tout cas ma traduction, au fond, aujourd'hui, le numérique, c'est deux choses à la fois. Et c'est important pour vous parce que c'est deux choses à la fois dans les entreprises qui ont recours au Greta, et c'est deux choses à la fois dans l'organisation éducation nationale ou dans l'organisation Greta. C'est à la fois l'informatique. Et comme on utilise aujourd'hui ce mot numérique, on peut avoir tendance à euphémiser un peu ça. C'est numérique, c'est toutes les pratiques sympas, quotidiennes, les réseaux sociaux, les appareils mobiles, etc. Le jeu et tout. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais c'est aussi l'informatique. C'est aussi l'informatique, c'est aussi, du coup, quelque chose qui peut correspondre dans les entreprises, d'abord à une volonté surtout de rationaliser, de fluidifier, d'accélérer, de chasser toutes les zones d'inefficience, toutes choses qui sont évidemment tout à fait pertinentes et bonnes en soi. Mais ce que nous dit au fond Nicolas Carr, c'est qu'il dit, une fois que toutes les entreprises ont fait ça, chacune à sa manière, mais au fond, en général, pas chacune à sa manière, parce qu'elles l'ont fait à partir des mêmes logiciels et souvent avec l'aide des mêmes consultants, dont Nicolas Carr. Eh bien, elles se retrouvent dans la même situation qu'avant, vis-à-vis de toutes les autres, simplement en ayant coupé toute une série de coûts et en ayant en même temps, comme on dit, rationalisé des processus, c'est-à-dire formaliser des manières de faire, en les ayant décrits, en les ayant codés sous la forme de lignes de programmes informatiques, et bien souvent en ayant rigidifié considérablement un certain nombre de pratiques, ou même en ayant codifié des pratiques qui jusqu'ici dans les entreprises ne l'étaient pas. Ça fait longtemps, bien sûr, que le travail, une bonne partie en tout cas du travail manuel dans les entreprises est codifié, mais il y avait encore des domaines qui y échappaient. La relation client, le commerce, par exemple, la maintenance, des choses comme ça, eh bien, de moins en moins. De moins en moins. On codifie de plus en plus de choses dans l'entreprise et on peut avoir tendance à la rigidifier. Et en même temps, le numérique est aussi ce qui, en permanence, introduit du nouveau, introduit du désordre, souvent venu des pratiques individuelles, par exemple les réseaux sociaux, grand facteur de désordre à la fois dans les classes, chez les plus jeunes, et dans les entreprises, mais pas forcément d'un désordre qui viendrait du fait que les gens ne travailleraient plus, mais du fait que l'information circule vite, du fait que les idées se répliquent à toute vitesse, du fait que, du coup, la valeur, dans bien des cas, en tout cas, la valeur de la propriété intellectuelle, du dépôt d'idées, du dépôt de brevets ou de toutes sortes de droits n'est plus aussi forte qu'avant parce que l'information circule tellement vite entre groupes à l'échelle internationale que finalement, bien souvent, une invention, une innovation, en tout cas technique, que vous confère quelques semaines d'avance éventuellement vis-à-vis de la concurrence, mais très très rapidement copiée. Et donc, c'est par ce biais-là aussi, c'est par ce type de numérique qu'arrivent les nouveaux concurrents, qu'arrivent des nouveaux acteurs, qu'arrivent des nouvelles pratiques, qu'arrivent des nouvelles demandes. Et donc, vous avez une informatique qui est toujours à la fois du côté de l'ordre, du côté de l'optimisation, du côté de ce qui va nous permettre de faire mieux ce qu'on fait déjà, mais du coup en ne le changeant pas trop, et une informatique, un numérique qui est du côté de la transformation de tout, qui ne respecte plus rien, et dans lequel et qui contribue à l'accélération, au brouillage des frontières entre les secteurs, entre les pratiques, entre les disciplines évidemment. Vous l'avez anticipé dans votre propos, entre la vie personnelle et la vie familiale. On est dans les deux à la fois, et il faut tenir les deux à la fois. Et c'est ce qu'on essaiera de faire, en tout cas dans la suite de cette intervention. Mais d'abord, une petite alerte importante. Nous ne parlons plus d'une nouvelle technologie, loin de là. C'est pas pour ça que ça bouge pas, pas pour ça qu'il n'y a pas du nouveau tout le temps. Mais le premier micro-informatique, c'est 1984-85, maintenant, il y a 30 ans. La loi informatique et liberté,
qui a anticipé aussi bien toute une série de choses aujourd'hui, qui a inventé des concepts et des principes juridiques qui restent aujourd'hui relativement solides, c'est 1978. L'ouverture au public de l'Internet, c'est 1994-95. Et le web était inventé au début des années 1990. Le moment où nous avons créé la FIN correspond au moment où tout le monde a commencé à dire que l'Internet serait présent sur l'ensemble, sur les mobiles et qu'on y aura accès en permanence, c'est-à-dire 1999-2000. Vous voyez que on est loin aujourd'hui de pouvoir parler encore de nouvelles technologies, et on en est loin également parce que tout simplement, la population française aujourd'hui est plutôt, d'ailleurs, dans une bonne position vis-à-vis de l'ensemble de l'Europe et du monde, est une grosse utilisatrice. Elle s'est équipée d'une manière absolument massive. Elle a des pratiques, elle a toutes sortes de pratiques, comme tout le monde, et bien sûr pour tout le monde. Donc on est très équipé, on est très utilisateur, et on est très utilisateur de plein de choses. C'est-à-dire qu'on va faire à la fois du réseau social, du jeu, des pratiques professionnelles, des pratiques associatives, des liens avec ses amis, de l'achat, des pratiques administratives, etc., etc. Tout cela, on le fait de manière absolument massive, et de plus en plus, tout le temps, partout, avec un ordinateur, le sien, pas le sien, avec un mobile, le sien, pas le sien, de plus en plus le sien, parce que ça ne se prête pas beaucoup encore à un mobile. Le temps d'utilisation, et c'est peut-être le plus spectaculaire, le temps d'utilisation de l'Internet, aujourd'hui, est estimé en moyenne à 10 heures par semaine, c'est-à-dire quand même pas très très loin d'une journée éveillée. Et peut-être ce qui est le plus spectaculaire pour moi, c'est pas forcément l'atteinte rapide d'un taux de pénétration qui est quasiment équivalent à la saturation, c'est le basculement de presque une journée éveillée de temps, c'est-à-dire un déplacement dans les budgets temps, qui sont, quand on a fait un peu de sociologie ou de statistique, probablement des choses beaucoup, beaucoup plus rigides que la moyenne des pratiques des gens. L'allocation du temps entre une pratique et une autre, et bien là, on a déplacé des heures très, très rapidement de pratiques, par exemple, audiovisuelles, ou d'autres pratiques culturelles, ou d'autres pratiques professionnelles, vers le numérique. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en général, on fait plusieurs choses à la fois, mais c'est vous dire que, en tout cas, nous avons une population française, d'un point de vue individuel, qui est très équipée, très utilisatrice, et pour lesquelles en particulier, et ça on l'oublie aussi souvent, même si il suffit de voir nos adolescents pour s'en souvenir, mais en oubliant souvent que nos pratiques sont assez proches de cela, un numérique qui a en particulier d'abord transformé nos socialisations quotidiennes, la manière dont nous communiquons les uns avec les autres. On a l'habitude, parce qu'on a besoin d'essayer de rationaliser la puissance de ce développement, de trouver des raisons légitimes, valables, de dire, oui, c'est la société de l'information, c'est pour accéder à de l'information, à du savoir, à de la connaissance, ou à des services administratifs. Tout ça est vrai. Mais le moteur, ce qui vraiment tire le développement des pratiques numériques dans la société, française comme ailleurs, c'est la communication entre les gens. Et pas seulement entre les jeunes. Vous voyez le nombre de mails que vous avez. Vous êtes certainement quelques-uns également à être présents sur des réseaux sociaux, à intervenir dans des forums. Pour certains d'entre vous, à tweeter, vous ne gênez pas. Voilà. Donc, c'est vraiment fondamental parce qu'évidemment, ça va aussi transformer les manières de travailler, transformer les manières d'apprendre. Nous prenons l'habitude d'être tout le temps en conversation avec d'autres personnes. Tout le temps. Et alors, dans la formation professionnelle, c'est un peu moins vrai, mais c'est quelque chose d'important dans l'école. Parce que j'ai coutume de dire, un peu en provocation, que aujourd'hui, pour les gamins en tout cas, sauf cas assez particuliers, par exemple le moment du TPE ou des choses comme ça, l'école est le seul et le dernier endroit de la vie où se parler entre personnes, entre collègues, élèves, est considéré comme une mauvaise chose, et où travailler ensemble, en général, est considéré comme une mauvaise chose. Ça n'arrivera plus jamais dans la vie. Ou au contraire, on vous dira, mais vous travaillez trop tout seul. Il faut plus discuter, il faut plus échanger. Et ce sont, en plus, des pratiques qui sont aujourd'hui des pratiques spontanées et très fortement tirées par le numérique. Dernière considération avec des chiffres, ou presque.
qui est également importante et qui est importante, je pense, pour vous. Nous sommes aujourd'hui sur des pratiques qui ne sont pas si inégalitaires que ça, ou plutôt, j'ai aussi trempé dans un autre rapport du Conseil national du numérique qui s'intéresse à l'inclusion sociale dans une société numérique. Au fond, aujourd'hui, le numérique traduit les inégalités sociales contemporaines, il n'en crée pas des nouvelles, il ne les résout pas non plus. Hein, mais il les traduit. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire, contrairement à ce qu'on a tendance à dire, que le numérique, c'est qu'un truc de riche. C'est pas vrai. Et je vous prends un exemple, d'ailleurs, du département. Vous savez que le Conseil général distribue des ordinateurs. Alors, je ne sais pas si ça continue, mais je crois que oui, des ordinateurs à tous les collégiens. Et j'ai fait partie brièvement d'un conseil de je ne sais plus quoi, associé au tout début. Et j'avais juste fait cette remarque à ce moment-là, en disant, il y a bien 10 ans maintenant, hein, en disant, vous savez que vos propres enquêtes, dans les Bouches-du-Rhône, qui n'est quand même pas le département des familles les plus riches de France, vous montrent que les parents de collégiens sont déjà équipés à 85%, il y a 10 ans. Et je ne parle pas des profs qui étaient déjà équipés à 100%, évidemment, dans ce département comme dans tous les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une conscience très forte aussi de l'enjeu et de l'importance de ça, que c'est déjà, même dans des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, considéré comme une dépense prioritaire. Une dépense pour laquelle on va se serrer la ceinture sur d'autres choses. Et elle l'avait déjà fait il y a 10 ans, donc elle continue vraisemblablement de le faire. Donc c'est important. On voit bien, et on voit quand même des inégalités. On voit des inégalités vis-à-vis des âges, mais vous voyez que les inégalités, la courbe en matière d'âge, les courbes de taux d'équipement et d'usage commencent à chuter en termes d'âge au-delà de 65 ans, voire de 70 ans. Avant, on est à peu près dans les mêmes taux de pénétration. Et évidemment, les générations des baby-boomers, ou nos générations à nous, sont en train de vieillir comme les autres, et donc petit à petit vont égaliser cette courbe-là. Les courbes en termes de revenus sont aujourd'hui pas égalitaires, mais pas si inégalitaires que ça. Au fond, aujourd'hui, c'est surtout éventuellement le diplôme qui reste un facteur de différenciation. Ceux qui n'ont aucun diplôme sont beaucoup moins équipés que les autres, parce qu'ils ont évidemment plus de difficultés vraisemblablement, pas seulement vis-à-vis de l'informatique, qui n'est pas forcément le plus difficile, en tout cas de l'usage, mais vis-à-vis de l'omniprésence de l'écrit, vis-à-vis d'un certain degré d'abstraction, vis-à-vis de la forte présence de l'anglais également dans les pratiques numériques. Mais vous voyez que on ne peut plus parler aussi facilement qu'avant d'une fracture numérique qui séparerait de manière radicale des gens qui ont accès, des gens qui n'ont pas accès, etc. On a une fracture numérique qui épouse exactement, très précisément, la fracture sociale, qui fait que le numérique peut être un moyen éventuellement de passer le cap, ou peut être un moyen de renforcer une situation d'exclusion, mais qui, voilà, c'est pas un facteur tout à fait autonome. Et il n'y a plus vraiment de fracture numérique autonome vis-à-vis de nos inégalités sociales. Enfin, il est évidemment présent partout au travail, je n'y reviens pas. Ça, c'était quand même une petite alerte qui me semblait importante vis-à-vis du numérique. On ne parle plus de nouvelles technologies, on parle de quelque chose qui est présent dans le quotidien de chacun d'entre nous, du matin jusqu'au soir, au travail, comme dans la vie personnelle, ou dans les zones grises entre les uns et les autres. Et ce numérique, évidemment, il fait des choses au travail. Il transforme ou il contribue à des transformations du travail. Et ce qui est important là aussi, c'est d'avoir en tête que ça n'est pas non plus le numérique qui change le travail. Les changements du travail, les transformations des organisations, les transformations du management, les transformations des flux économiques, des manières de produire, des manières d'innover, ont au moins autant produit le numérique que le numérique ne les a produites. Le numérique, c'est une technologie fondamentale de notre société. Elle est produite par notre société. Elle est achetée par notre société, par les individus, par les entreprises. Et donc, ce que je vais pouvoir vous décrire autour des transformations du travail et du statut et de la vie des individus au travail, ce sont des transformations qui, clairement, sont liées, outillées par le numérique, mais qui n'en viennent pas de manière magique, comme si à un moment, il y avait eu des communautés de travail qui fonctionnaient tout à fait sans ça, et puis un truc était venu du ciel, une technologie que personne n'avait demandé, personne n'avait attendu, et avait dit « Ah bah tiens, maintenant on va bosser comme ça ». Non. Les entreprises ont créé l'informatique, dans une large mesure,
en tout cas un bon pan de l'informatique, parce qu'elle cherchait, par exemple, des nouvelles manières de produire. Parce qu'elle cherchait de nouvelles manières de se relier les unes aux autres, de rendre les marchés plus efficients, de réduire leur stock, d'accélérer leur cycle, etc., etc. Et donc, nous avons une coproduction des pratiques, des organisations et des outils technologiques. Alors, il n'y a pas très longtemps, à Marseille, lors d'une manifestation annuelle qu'on tient là-bas et qui s'appelle LIFT, nous présentions les résultats d'un travail d'1 an qui s'appelle DigiWork sur justement les transformations du travail, notamment l'individu au travail dans une société numérique. Et on décrivait, et je ne vais évidemment pas vous faire le résumé de l'ensemble, mais on décrivait un certain nombre de transformations absolument fondamentales et qui sont essentielles évidemment pour vous, soit qui êtes des employeurs, soit qui aider les employeurs et les employés à se préparer à l'avenir et à être plus efficaces, plus adaptables, plus adaptés, plus en pouvoir, plus en capacité de construire leur avenir. On essaie de décrire d'abord, pour faire ensuite des propositions, je vous en ferai juste une, de décrire à la fois les transformations des lieux, des temps, des contenus du travail, les transformations des organisations et les transformations qui concernent la vie des individus au travail. On va surtout se focaliser sur ce dernier point. Et ces transformations, elles concernent évidemment d'un côté le quotidien au travail, qui est un quotidien dans lequel le numérique est rencontré partout. Et ce qui est important, c'est qu'il est rencontré partout, que vous le sachiez ou non, d'une certaine manière. Bien évidemment, tous ceux qui ont un travail dit tertiaire aujourd'hui, ou presque, travaillent avec un ordinateur. Il n'y a à peu près plus personne qui le fait. Alors, ce n'est pas forcément la même expérience pour tout le monde. Il y a ceux pour qui l'ordinateur, c'est un ensemble de formulaires, de scripts, de règles, de trucs à faire, de trucs à suivre, etc. Et dont, éventuellement, l'informatique a contribuer à tailoriser le travail. Et puis, il y a ceux pour lesquels, au contraire, d'une certaine manière, le numérique les a rendus plus libres, plus mobiles, plus capables de choisir l'ordre dans lequel ils vont faire les choses, le moment et l'endroit où ils vont accomplir telle tâche, les projets dans lesquels ils vont s'impliquer, tous ceux qu'on va appeler les travailleurs du savoir, les concepteurs, les designers, les développeurs, etc. Eux y ont trouvé quelque part une assez grande souplesse. Et une des difficultés d'ailleurs du quotidien de l'informatique au travail, si on essaye d'aller relativement vite, c'est quelque part justement une forme d'injonction paradoxale pour pas mal de salariés entre les deux tendances quelque part, ou les deux forces qui tirent le développement de l'informatique. C'est-à-dire d'un côté, allez, vas-y, innove, prends des initiatives, sois entrepreneur de toi, invente des nouvelles manières de faire, etc., qui est vraiment une injonction très forte dans beaucoup d'entreprises. Et puis de l'autre côté, fais tes résultats du trimestre, remplis les formulaires, fais ton reporting, respecte les règles, ne communique pas avec l'extérieur, sauf imprimature de la communication, etc., parce qu'en plus, je le sais, car j'ai un système d'information qui sait ce que tu fais et ce que tu dis. Et entre les deux, qu'est-ce que je fais ? Comment est-ce que moi, en tant que salarié, je trouve le bon espace, la bonne manière de faire ? Et cette tension-là, cette déchirure-là, d'une manière ou d'une autre, elle est présente dans énormément d'entreprises et à énormément d'échelons. Elle peut l'être tout en haut d'un certain nombre d'entreprises, avec des cadres même supérieurs, qui ont l'impression que, dans une large mesure, leur capacité d'initiative, leur possibilité de faire bifurquer des morceaux de l'entreprise, évidemment en discussion avec les autres, est moins grande qu'avant. Elle peut l'être tout en bas de l'entreprise, avec d'un côté des gens qui, selon des choix de management, et je pense par exemple au deuxième biscuitier français qui s'appelle Poult, si vous ne l'avez pas regardé, allez voir un peu ce qu'ils ont fait, qui a fait une révolution managériale dans laquelle, notamment parce qu'il y a le numérique et donc des outils pour pouvoir collaborer ensemble, partager l'information, etc., a été associé
le plus bas de l'échelon de la production à la conception des produits, à la conception de manière de travailler, à la recherche de nouveaux marchés. Et donc ce biscuitier, Poult, vous ne le connaissez pas parce qu'en fait il produit pour le compte d'eux, a pu rentrer ensuite à la fois dans les médicaments, enfin dans les aliments médicamenteux, ce qu'on appelle les alicaments, a pu rentrer dans les biscuits pour chiens, etc., plutôt par l'initiative de salariés qui ont dit mais on pourrait travailler autrement, on pourrait recalibrer nos machines pour que les substances ne communiquent pas, etc., etc. Et puis, il y a plein d'autres entreprises dans lesquelles le numérique fait exactement le contraire. Et dans un rapport de la Direction générale du travail, il est par exemple raconté l'exemple absolument glaçant de ce qui se passe dans un certain nombre d'entrepôts, notamment d'entreprises du e-commerce d'ailleurs, dans lesquelles... en fait, ce qu'il faut comprendre pour comprendre cette histoire, c'est que dans les entrepôts où les produits se ressemblent à peu près, où ils sont assez bien calibrés, ils ont tous la même taille, on n'a plus besoin de personne du tout. C'est-à-dire on a des machines avec des bras automatiques qui vont aller prendre un objet, qui savent comment le saisir, même si on a 2, 3, 4 catégories qui savent comment le saisir, scanner un code barre, le prendre, le mettre quelque part. Mais dans des entrepôts d'e-commerce, il y a trop de paquets différents, et donc seul l'œil humain est capable de discriminer. Et donc, les gens embauchent le matin, mettent des écouteurs, et ils ont une voix informatique, évidemment, qui leur dit rang 12, étagère numéro tant, vous me prenez 3 paquets, et donc ils prennent 3 paquets, et ils sont là avec leur Fenwick, ils prennent 3 paquets, ils le scannent. Dès qu'ils l'ont scanné, la voix leur dit maintenant, vous allez 3 rangées plus loin, etc. Et toute la journée, ils se font dire ce qu'ils doivent aller prendre comme paquet par une voix synthétique. À la fin, ils ne dorment plus, ils entendent des voix. Évidemment, ils ne se parlent plus puisqu'ils ont des écouteurs, donc il n'y a plus d'échange à l'intérieur de l'entrepôt. Vous imaginez le type de sentiment, de qualification, d'autonomie, de plaisir au travail, de fierté de soi qu'on peut avoir dans ce type de choses. Alors, donc il y a cette tension-là d'un numérique qui, dans le quotidien, peut être à la fois libérateur et castrateur, ou en tout cas complètement enfermant, et une vraie tension entre les deux. Et puis on a également une transformation que vous connaissez bien, considérable, des itinéraires professionnels, du devenir des gens, non pas seulement dans la journée, mais à ce moment-là sur leurs itinéraires de vie, avec clairement un mouvement d'individualisation, de délinéarisation des carrières, d'évolution non pas seulement d'un employeur à l'autre. Aux États-Unis, on estime qu'un jeune qui rentre sur le marché du travail va avoir à peu près des séquences de travail de 4 ans à 4 ans et demi, ce qui veut dire qu'il va faire 11 employeurs. Mais en fait, il ne va pas faire 11 employeurs, il va faire ça, et puis il va avoir des périodes dans lesquelles il sera peut-être multi-employé, des périodes où évidemment il ne sera pas employé, des périodes où il sera auto-employé, ou des périodes où il sera un peu de tout ça à la fois. Et c'est ça, pour une bonne part d'entre nous, les carrières de demain. Et là encore, on est dans une situation compliquée dans laquelle il y a aujourd'hui une partie de la population, un certain nombre... qui, du fait de ses centres d'intérêt, de ses qualifications, etc., j'ai dit, trop bien, génial. On va pouvoir justement devenir entrepreneur de nous, pas suivre un parcours bien tracé dans lequel on va progresser d'échelon en échelon dans la même entreprise, etc. On va pouvoir changer tout le temps, on va pouvoir saisir des opportunités, on va pouvoir se créer les nôtres, etc. Et évidemment, une partie très importante de la population pour laquelle c'est le contraire, pour lequel c'est un facteur d'inquiétude permanente, constante, même quand on est en poste, voire surtout quand on est en poste. C'est ça la situation aujourd'hui du travail, mais évidemment, c'est une situation qui rend des acteurs comme vous encore plus essentiels, et c'est vrai que nous sommes dans une période où en plus s'ouvre un certain nombre, en France en tout cas, d'opportunités, avec l'ensemble des droits qui ont été votés et qui commencent à être mis en œuvre autour à la fois des droits rechargeables, de la formation professionnelle, du conseil en évolution professionnelle, etc. Mais on est dans quelque chose, là encore, qui est lié au numérique, mais pas seulement, qui vient de loin. L'individualisation des carrières, c'est quelque chose qui, bien sûr, s'appuie sur le fait qu'on sache informatiser, notamment le suivi des individus, des parcours, etc., mais qui, quelque part, a créé son informatique parce qu'il y avait une attente, et à nouveau une attente... à la fois des employeurs et une attente des individus. Cependant,
c'est en train de changer quelque chose de peut-être un peu plus inattendu. Parce qu'on sent bien qu'évidemment, les transformations du travail et des carrières sont en général quand même plutôt impulsées par les employeurs que par les salariés. Ce n'est pas 100% vrai, mais c'est en partie vrai. Sauf qu'aujourd'hui, quand on parle à beaucoup d'employeurs, ils disent, oui, mais quand même, c'est compliqué, les jeunes, aujourd'hui, quand ils rentrent chez nous, on sent qu'ils ne s'impliquent plus comme avant, puis qu'ils partent, dès qu'ils trouvent un autre truc, ils s'en vont, ou il y a un truc qui ne leur plaît pas, on s'engueule un peu, pof, ils claquent la porte, une semaine plus tard, ils ne sont plus là, je ne comprends pas comment ça marche, alors qu'il y a du chômage, alors que les temps sont durs, bon. Et nous, on essaie de leur répondre plusieurs choses. La première, c'est quand les gens savent qu'ils vont passer si peu de temps dans votre entreprise, ils s'adaptent quelque part. Ils s'adaptent de manière un petit peu préventive. Et puis, quand les entreprises savent qu'éventuellement, ils vont garder les gens si peu de temps, elles prévoient, elles s'organisent, elles prennent moins de responsabilités vis-à-vis des gens. Vous avez un très bon bouquin d'Armand Hatchuel et Blanche Ségrestin qui s'appelle « Refonder l'entreprise », qui dit entre autres ça, qui dit « Il y a une rupture fondamentale qui est que et on ne reviendra pas dessus, il va falloir qu'on invente autre chose, qui est que pendant très longtemps, l'entreprise s'engageait vis-à-vis du devenir de quelqu'un, dans la durée. L'entreprise faisait partie de ceux qui aidaient ce quelqu'un à devenir ce qu'il serait dans la vie, s'engager dans la durée, essayer de réfléchir à ses évolutions de carrière, de poste, à sa progression, toutes ces choses-là. Dans de plus en plus d'entreprises, cette question ne se pose plus ou quasiment plus de cette manière-là. Bien sûr, on forme, mais pas tout à fait de la même manière parce que, en général, le passage d'un échelon à l'autre, le passage d'un métier à l'autre, va se faire souvent en changeant d'une part de projet, mais bien souvent d'entreprise. Et ça, c'est une transformation absolument fondamentale que les salariés, notamment les plus jeunes, commencent à anticiper. En disant, donc à ce moment-là, si toutes mes évolutions vont me conduire à changer d'entreprise, que je le veuille ou non, autant que ce soit parce que je le veux. Et donc la question qu'on se posait, par exemple, dans ce travail DigiWork, c'est de dire qu'est-ce que c'est que la communauté de travail d'un jeune qui rentre aujourd'hui dans une entreprise. Est-ce que c'est l'entreprise? Est-ce que c'est ses collègues dans l'entreprise? Ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que c'est les gens qui vont l'aider à prévoir le coup suivant? Ou à se retourner quand l'entreprise a dû le licencier ou réduire le temps qu'elle lui demande de lui consacrer. Est-ce que cette communauté de travail, ce n'est pas les gens qui partagent des compétences, des centres d'intérêt avec lui? Et on a un exemple qui nous a frappé depuis très longtemps. En 2008, je crois, nous avons contribué à Paris à créer l'un des premiers espaces de ce qu'on appelle le coworking en France, c'est-à-dire des espaces dans lesquels des gens qui n'ont rien de spécial en commun, qui ne sont certainement pas en tout cas salariés de la même entreprise, ni créateurs de la même activité, etc., se retrouvent juste pour pouvoir travailler au même endroit, qu'il y ait un événement spécial ou pas, qu'il y ait quelque chose de particulier à y faire ou pas. On a juste créé cet endroit, ça s'appelait la cantine. Aujourd'hui, vous en avez un petit peu partout. Vous avez depuis longtemps la boîte, par exemple, à Marseille. Je suppose qu'il y en a probablement maintenant un ou deux sur Aix. C'était fait un peu sans prétention. En 2 semaines, l'endroit était plein tout le temps. Les gens se ruaient dessus. C'était au centre de Paris, ce qui veut dire que ce n'était pas pour faire moins de kilomètres, ce n'était pas pour faire du télétravail que les gens allaient. Au contraire, souvent, les gens venaient dans cet endroit au centre de Paris en faisant bien plus de kilomètres qu'ils n'en auraient fait pour aller dans leur travail. Et l'hypothèse qu'on a, et qu'on va étudier, qu'on va explorer un peu plus dans un travail qu'on va lancer là en 2015, c'est que... hop, j'ai laissé mon téléphone, voilà. L'hypothèse qu'on fait, c'est qu'en réalité, en plus, c'était des gens du numérique, c'est-à-dire les gens qui sont censés, normalement, pouvoir tout faire à distance. Mais en fait, ils crevaient d'envie de venir travailler ensemble, se raconter des trucs, se retrouver autour d'une machine à café, élaborer toutes sortes de projets, refaire le monde, etc. Ils avaient besoin de ça, ils cherchaient ça. Et vous aviez là-dedans des créateurs d'entreprises, vous avez des gens qui travaillaient chez Bouygues Télécom, chez Orange, chez IBM, etc., qui s'y retrouvaient régulièrement, comme ça, dès qu'ils avaient un moment. Et notre hypothèse, c'est que c'est là leur communauté de travail. C'est l'équivalent physique de leur réseau social. Et on sait qu'une des choses intéressantes sur les réseaux sociaux, on dit souvent « Ouais, sur les réseaux sociaux, je n'ai pas mes vrais amis. »
Ou j'ai plein d'amis qui ne sont pas vraiment des amis. Oui, et les études sociologiques nous disent, quand vous avez besoin de vous retourner professionnellement, quand vous avez besoin de demander quelque chose de difficile à votre cercle de relations, c'est en général pas les amis les plus proches qui vous aident à rebondir professionnellement. Ils peuvent vous aider quand vous avez un problème intime, émotionnel, etc. C'est autre chose. Mais pour vous aider à vous projeter ailleurs, ce sont les relations, ce qu'on appelle les liens faibles, ce sont des relations un peu moins intimes qui vont le plus vous aider. C'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe dans ces endroits-là. La communauté de travail, ça devient le réseau des individus. Alors ça, c'est une transformation considérable, parce que ça veut dire que petit à petit, les individus sont en train de créer leur forme personnelle de gestion des ressources humaines. Parce que les entreprises ne prennent plus les mêmes responsabilités vis-à-vis d'eux, et ne pourront plus le faire demain, eh bien les individus commencent. Ça commence évidemment par des gens relativement bien outillés dans la vie. Et l'un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on arrive à développer et à mettre en capacité des gens qui le sont moins, en tout cas par les hasards de la vie. Mais les gens commencent à organiser eux-mêmes leur réseau, leur carrière, leur capacité de rebondir, leur résilience, leur évolution. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue d'une entreprise ? Comment est-ce que je peux engager, motiver ce jeune qui aujourd'hui vient en disant, de toute façon, cette entreprise, je sais bien qu'elle me gardera pas, qu'elle ne fera pas de sentiments, qu'elle ne va pas vraiment investir sur moi, donc je ne vais pas forcément investir sur eux. Eh ben, on imagine un certain nombre de choses. On va probablement expérimenter également l'année prochaine un projet qu'on appelle la musette du travailleur connecté de demain. La musette, pour ceux qui avaient un peu d'histoire, c'est celle qu'emportait il y a quelques siècles, enfin pas beaucoup de siècles, mais il y a 2 siècles à peu près, le travailleur qualifié qui contenait les outils de sa compétence, les manifestations du fait qu'il savait travailler telle matière, qu'il savait qu'il maîtrisait bien tel métier. C'était ceci qui faisait qu'il était pris dans telle ou telle mission à un moment, mais qu'en même temps, il avait toujours la liberté de repartir pour aller chercher autre chose, pour aller chercher mieux, ou pour développer son propre projet. On est en train d'essayer d'imaginer ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a comment est-ce qu'il y a là-dedans des preuves de compétences? Est-ce qu'il y a là-dedans du réseau? Est-ce qu'il y a là-dedans des outils, mais qui sont probablement des outils numériques? Est-ce qu'il y a là-dedans des référents? Est-ce qu'il y a des médiateurs? Est-ce qu'il y a des gens qui vont justement m'aider, y compris et surtout même quand je ne suis pas face à une crise, à commencer à construire, moi tout seul, bien sûr en dialogue avec les entreprises avec lesquelles je travaille, mais moi, en tant qu'individu, à commencer à construire mon évolution à venir, ou évidemment à me reconstruire quand j'en ai besoin. Et du coup, par exemple, les questions qu'on pose aux entreprises sur lesquelles on va travailler, parce qu'une musette, c'est forcément quelque chose qui doit pouvoir être reconnu par une entreprise. Je sais reconnaître que j'ai face à moi quelqu'un qui a de la valeur. La question, ça peut être, qu'est-ce que vous faites pour nourrir, pour alimenter cette musette ? Est-ce que, par exemple, quand un salarié réussit quelque chose dans l'entreprise, vous allez nourrir sa réputation en ligne, vous allez, sur les réseaux sociaux dont il fait partie, dire « il a été formidable sur telle ou telle chose, il a montré qu'il savait faire telle ou telle chose », même si, voire surtout si, ça rend cet individu plus désirable à d'autres entreprises qui pourraient venir vous le débaucher. Et est-ce que, en fait, le fait de faire ce type de retour, outre évidemment des retours qui peuvent être sonnants et trébuchants quand on réussit des choses, mais de faire ce type de retour peut construire en réalité un engagement. Est-ce qu'on peut imaginer des espaces, ce qu'on avait appelé aussi, de manière évidemment un peu provocante, vu l'actualité, des espaces Schengen de l'entreprise, dans lesquels on peut imaginer que les gens puissent plus facilement rentrer et sortir d'un réseau d'entreprises, faire partie d'un ensemble d'entreprises qui peuvent travailler ensemble et qui savent éventuellement partager des salariés, qui savent les inviter à circuler entre elles et pas seulement juste dedans ou juste dehors. Voilà, un certain nombre de choses sur lesquelles on travaille et qui sont vraiment liées aux transformations du travail dans une société numérique, toute transformation qui, évidemment, emporte une évolution. Et ça, je sais que vous y avez travaillé. Je sais qu'il y a des gens, en tout cas, dans votre réseau qui y travaillent beaucoup. Donc, je ne vais pas détailler longuement, mais évidemment, partout aujourd'hui où les gens s'interrogent sur ce que sont les compétences clés, ce qu'il y a de fondamental en tout cas, c'est qu'il y a à la fois bien sûr des compétences professionnelles spécialisées bien précises, mais que de plus en plus les gens disent
comme vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, les compétences, ce sont d'abord des compétences centrées autour des capacités à évoluer, des capacités à innover, des capacités de résilience. C'est ça qui est essentiel pour les entreprises, c'est ça qui est essentiel pour les salariés, parce qu'au fond, l'ensemble des métiers va être amené à se transformer. S'il y a une chose à retenir des études, celles d'Oxford ou des études américaines qui nous disent 45%, 70% des métiers d'aujourd'hui sont automatisés dans les 20 ans ou les 30 ans à venir, c'est que les gens qui travailleront feront des métiers qui aujourd'hui n'existent pas et changeront non pas seulement d'employeur plusieurs fois dans leur vie, mais de métier plusieurs fois dans leur vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est profondément différent de ce que nous avons vécu dans les générations précédentes. Alors, ça, c'est les listes de ce qu'on trouve un peu partout. Je vous ai également repris ce que disent aujourd'hui les Britanniques, qui l'expriment en 5 grandes catégories. Une catégorie autour de l'implication et l'autonomie décisionnelle, de pouvoir prendre justement son destin en main. Et une des compétences clés, c'est justement plus personne d'autre que l'individu ne va s'intéresser, s'occuper réellement dans la durée de son destin. Et certainement pas, et je ne le dis pas pour critiquer les employeurs qui sont ici présents, mais peut-être qu'il y en reste encore quelques-uns qui s'intéressent au devenir de vie d'un salarié, mais pour la plupart, ils s'intéressent aux salariés. Ils ne sont pas indifférents aux salariés, mais ils ne prennent plus les responsabilités sur des décennies. Ça n'arrivera plus. C'est terminé, dans la quasi-totalité des cas. Et donc, cet horizon-là, il est de la responsabilité de l'individu. On aime, on n'aime pas, mais c'est la réalité. Et la responsabilité d'acteurs collectifs tels que vous, et de toute une série d'autres acteurs collectifs, pas assez forts aujourd'hui, c'est de construire quelque chose dans lequel les individus ont cette possibilité, parce qu'ils n'auront rien d'autre, sinon. Et donc, il faut pouvoir le mettre à disposition. Donc, vous voyez le type de compétences qui sont considérées comme étant demain nécessaires. Je passe vite, parce que je sens que le temps passe. Pour parler quand même d'apprentissage et d'enseignement, mais là encore, pas pour vous dire comment il faut enseigner, quand même, c'est un peu votre métier. Enfin, le métier de pas mal d'entre vous, en tout cas. Et donc, je vais un peu prendre garde, mais plutôt vous inviter à réfléchir de 2 manières. Et ça, c'est vraiment, je pense, important pour un organisme tel que le CRETA, ou pour tous les organismes, d'ailleurs, de formation initiale ou continue. L'enseignement, c'est évidemment à la fois une pratique. Voilà, donc on enseigne quoi, on enseigne comment, etc. Bon, vous connaissez les débats, je ne vais pas y revenir très très longuement, je vais juste vous prendre un seul exemple. Et puis c'est une pratique instrumentée par des acteurs, avec des outils, avec des institutions, avec des entreprises, avec des procédés industriels, avec des modèles économiques, etc. Et là, c'est en train de changer d'une manière absolument considérable. L'irruption du numérique, c'est une irruption aussi de modèles, de manières de faire et d'acteurs. Et ces acteurs sont en train d'entrer en concurrence frontale avec 100% des acteurs habituels de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Ça commence par l'université, mais ça ne fait que commencer par l'université. Ça va toucher tout, jusqu'à la maternelle et évidemment la formation professionnelle, probablement juste après l'université, à moins que ce soit déjà fait. Dans un certain nombre de domaines, évidemment, ça l'est. Alors, on va juste prendre un petit exemple sur quand même le sujet de l'enseignement. Vous ne le lisez pas non plus, mais vous pourrez télécharger ça comme tout ce qu'on fait à la fin. Chaque année, on fait un exercice de prospective dans lequel on invite plusieurs centaines de personnes à travailler sur les questions un peu symboliques, ou pas symboliques du tout, tout à fait concrètes, auxquelles ils devront répondre ensemble dans les années à venir. L'année dernière, et à chaque fois on change un peu d'angle, on a travaillé sur les ruptures, les tensions, etc. L'année dernière, on travaillait sur les controverses autour du lien entre le numérique et certains aspects de la vie sociale, économique, etc. Une des controverses du moment, qui reste relativement présente, vis-à-vis desquelles, d'ailleurs, le rapport du Conseil national du numérique prend parti, c'est une controverse qui dit « Tout le monde doit-il apprendre l'informatique ?» Tous les élèves, on est plutôt à l'école, ou au collège, ou au lycée, doivent-ils apprendre l'informatique? Doivent-ils apprendre, non pas seulement à utiliser des ordinateurs, comme on le fait dans le fameux B2I ou C2I, mais bien à comprendre comment ça marche et à manipuler, à produire des choses à l'aide d'un ordinateur, et notamment des programmes.
Alors ça paraît une question assez spécialisée, ils disent, bon, ah oui, on s'en fout en fait un peu, enfin, en tout cas 90% d'entre vous éventuellement n'avez pas d'avis particulier là-dessus parce que c'est pas votre sujet et vous auriez éventuellement raison. Ce qui est intéressant, c'est d'abord que c'est une controverse relativement active aujourd'hui, avec des gens qui nous disent oui, des gens qui nous disent non, pour toute une série de raisons, mais c'est qu'en fait quand on commence à tirer cette petite ficelle-là, on tire plein de choses sur justement qu'est-ce qu'on doit apprendre, c'est quoi les compétences clés, qui doit enseigner ces choses-là, à quel moment ça doit se passer, et de quelle manière ça doit se passer. Et donc, on va répondre des choses différentes sur est-ce que tout le monde doit apprendre à programmer. On va avoir des gens qui vont parler métier, qui vont dire oui, mais en fait, on n'a pas besoin de tant de programmeurs que ça. Programmer, c'est pour les programmeurs. D'ailleurs, on n'apprend pas comment fonctionne une bagnole. Or, pour conduire, on n'en a pas nécessairement besoin. En oubliant d'ailleurs qu'il y a une centaine d'années, c'était faux. Mais que ça l'est devenu aujourd'hui, et que certains le regrettent, parce que, y compris les garagistes d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, un garagiste, c'est un type qui branche des trucs, une prise sur un moteur qui est en général pas tellement facile à ouvrir, et qui éventuellement repère qu'il y a quelque chose qui peut réparer en appuyant sur des boutons, ou pas. J'exagère un peu, mais pas énormément quand même. Et aujourd'hui, les garagistes ont un problème de revenus, ont un problème d'espace inutilisé, parce qu'il y a toute une série de choses qu'ils faisaient qu'ils n'ont plus à faire aujourd'hui. Donc il y a une première question de ce type-là, puis il y a une deuxième question qui est de dire mais c'est pas un truc de littéraire, ça c'est un truc que pour les scientifiques, ou c'est un truc pas très marrant. Et puis il y a une troisième tendance qui consiste à dire oui, mais comment est-ce que vous pouvez comprendre comment marche le monde d'aujourd'hui si vous ne savez pas comment fonctionne un ordinateur? Comment est-ce que vous pouvez répondre à la fameuse question ou à la fameuse réponse que vous avez probablement obtenue un jour dans une grande entreprise ou une grande administration qui « c'est pas moi, c'est l'ordinateur ». Comment est-ce que vous pouvez réagir face à des dispositifs d'informatisation de votre organisation, de votre entreprise, qui clairement ne fonctionnent pas avec la réalité du terrain et du métier que vous avez à faire. Combien d'entreprises ont vécu ça, et probablement même d'administration justement, mais qui semblent dérouler de manière implacable leurs bonnes pratiques et leurs règles, parce que c'est l'informatique qui voudrait ça. Et comment demain, quand de plus en plus de décisions, voire de connaissances sont produites à partir de données informatiques, sont produites à partir de modèles informatiques, est-ce que vous pouvez être citoyen de ça? Je vous prends juste un exemple. Si vous regardez de près le débat sur le changement climatique, c'est très largement un débat sur les données, c'est très largement un débat sur les modèles. Et ces modèles, ces données, ce sont des objets informatiques. Si on ne comprend pas comment ça marche, c'est très difficile. Alors voilà, toute une série de branches de cette controverse qui nous disent donc des choses différentes. Est-ce qu'on forme pour un métier ou est-ce qu'on forme pour autre chose? Est-ce qu'une matière technique, c'est une matière, c'est exclu pour les littéraires? Est-ce qu'une matière, une discipline, une compétence, c'est la même chose? Et puis, en fait, quand on dit il faut former à l'informatique, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle simplement de programmation, comme le dit un livre assez bien traduit, mais dont le titre a été mal traduit en français? Ce livre de Grushkov s'appelle en anglais « Programme ou sois programmé ». Si tu ne sais pas comment te servir d'un ordinateur comme un producteur d'objets informatiques, tu ne comprends pas le monde d'aujourd'hui. Puis d'autres qui disent non, le numérique, c'est plein d'autres choses, et ils ont raison aussi. Le numérique, c'est aussi des pratiques de la collaboration, c'est aussi le document, c'est aussi l'édition et la publication, c'est aussi la circulation rapide d'informations, c'est aussi la capacité à chercher de l'information et à discriminer entre l'information intéressante et pas intéressante. C'est toute une série d'autres choses. Donc vous voyez que dès qu'on commence à tirer un fil de ce type-là, on en tire plein d'autres. Et donc là, le message simplement, c'est de vous dire, et c'était au fond ce à quoi on arrivait d'ailleurs dans ce travail sur les controverses, où on cartographiait des controverses d'aujourd'hui pour se dire, bon, et comment est-ce qu'elles se déplaceront dans 10 ans? Sur quoi est-ce qu'on s'engueulera dans 10 ans, en gros, pour le dire comme ça? Eh bien, nous disions, au fond, cette petite discussion sur faut-il enseigner l'informatique à l'école est en réalité une manière d'engager les discussions sur qu'est-ce que le numérique fait à l'éducation, non pas seulement en disant quand est-ce qu'on va utiliser des ordinateurs dans la classe.
Ça, c'est la question la moins intéressante, ou en tout cas, c'est une question parmi plein d'autres, mais qui consiste bien à se dire enseigner dans une société numérique, c'est enseigner dans une société dans laquelle les formes de travail ont changé, et dans lesquelles, par exemple, effectivement, le cours magistral peut commencer à devenir, et puis l'interro après, peut commencer à devenir une pratique assez étrange et étrangement décalée. C'est travailler dans un monde dans lequel l'information est disponible et de plus en plus est disponible sous une forme qu'il va falloir traiter avec des outils informatiques parce que ce sont des données, ce ne sont pas seulement des documents, ce sont des données, des trucs. Et ces trucs-là, si je les vois juste comme ça, je n'en fais rien. Je ne peux en faire des choses qu'au travers d'outils de calcul, d'outils de représentation, d'outils de modélisation. C'est évidemment travailler dans un monde dans lequel l'accès non pas seulement aux informations, mais l'accès aux ressources, y compris pédagogiques, l'accès aux enseignants, l'accès aux autres, sont infiniment plus faciles, et donc énormément de choses vont changer. Et de ce point de vue-là, donc, ça, c'est un petit peu une manière de vous inviter à penser, en tout cas, les transformations du numérique comme des transformations à la fois des objets d'enseignement, des sujets d'enseignement, des manières d'enseigner, des contextes, des moments, tout change. Et ce n'est pas seulement à quel moment on va faire de l'e-learning, à quel moment on va utiliser le tableau blanc interactif. Ça, c'est vraiment à nouveau des petites questions vis-à-vis de cet ensemble. Mais le deuxième point, c'est qu'évidemment, il y a quand même transformation des outils et que derrière cette transformation des outils, il y a une transformation d'un secteur, d'un métier, d'un ensemble de secteurs. Et l'éducation n'est pas plus immunisée que vis-à-vis de ces transformations absolument radicales que l'industrie musicale, par exemple. Aucun secteur n'est immunisé. Il n'y a pas très longtemps, on travaillait avec le Centre national d'études spatiales. Oui, le spatial, c'est du lourd, c'est des milliards, c'est de la très très haute technicité, c'est de la défense, etc. Eh bien, le secteur du spatial, il est concurrencé par le numérique et par les nouveaux acteurs du numérique, comme les autres. Et dans le secteur du spatial, on a des gens qui disent « Ouais, mais pour cartographier la Terre et l'observer, vous envoyez des satellites, ça coûte super cher avec des lanceurs, etc. Nous, on va envoyer des ballons, ça ira beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus efficace, les images seront de moins bonne qualité. C'est pas grave, on aura 100 fois plus de ballons, ils voleront moins haut. Donc, bon, à la limite, si on a des mauvaises images, ben, on utilisera l'autre image. Et puis, vous avez aussi des gens qui prennent plein de photos, on va pouvoir tout réconcilier comme ça. Vous avez un secteur du low-cost spatial qui est entièrement créé, d'ailleurs, dans les entreprises sont entièrement créées par des entrepreneurs du net. Vous avez des gens qui vont faire financer sur Kickstarter, donc les plateformes dans lesquelles on va faire financer des projets de disques, de chansons, de nouveaux t-shirts. Et bien, vous avez des gens qui vont financer des projets de satellites et de réseaux de constellation de satellites. Et ceux qui ont donné plus de quelques centaines de dollars auront la joie de pouvoir mettre une photo d'eux ou de leur chat sur le satellite qui sera dans l'espace. Vous voyez que rien n'est immunisé. Donc si le spatial ne l'est pas, imaginez que vous ne l'êtes pas non plus. Et c'est une manière aussi dont je vous invite à prendre du coup et à analyser des choses qui peuvent apparaître comme des modes, pas nécessairement aussi novatrices qu'on pourrait le penser. Par exemple, la fameuse mode des MOOCs, des cours en ligne massivement multi-utilisateurs. Au départ, un MOOC, dans les premiers, c'est quoi? C'est un cours magistral fait par un très bon prof, mais c'est un cours magistral filmé. Ah, l'innovation pédagogique d'enfer. Voilà. Évidemment, c'est pas mauvais quand même de pouvoir se dire, je peux, moi, si je m'intéresse à la physique, je peux avoir l'extraordinaire professeur de Stanford, de Harvard, etc. Mais évidemment, ça commence par les universités américaines. Mais enfin bon, c'est quand même un cours magistral filmé. C'est pas grand-chose. Ah oui, mais c'est gratuit. Au départ, en tout cas. Et puis, par contre, la certification peut être payante. Oui, mais c'est une vraie certification, pas une vraie certification. Au fond, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se joue très vite autour de cette question-là?
c'est la concurrence mondiale sur le marché de l'enseignement supérieur. C'est rien d'autre que ça. C'est dire, nous, universités américaines, nous positionnons comme des grandes marques mondiales qui vont se proposer d'aller recruter de toute une série de manières possibles des étudiants absolument partout dans le monde et évidemment dans des nombres qui sont sans commune mesure avec ce qu'on saurait accueillir sur nos campus. Il y a des taux d'abandon, c'est pas vraiment notre problème à nous. Nous, on est une marque, on fait venir plein de monde et puis en fait, là-dedans, il y a des gens qui vont circuler, il y a des gens qui vont rester, il y a des gens qui vont être certifiés, il y a des gens qui vont pas l'être. Au départ, c'est juste des cours magistraux, c'est assez nul, c'est pas notre problème parce qu'en fait, une fois qu'on aura les clients, on va améliorer. Ils ont commencé à le faire. Aujourd'hui, l'expérience des meilleurs MOOCs, en France comme ailleurs, c'est loin d'être seulement un cours magistral, c'est un accès à des ressources, c'est une communauté avec des gens qui s'entraident, c'est éventuellement des missions et des choses qu'on produit ensemble, c'est une réflexion également, du coup, beaucoup plus formalisée que dans le cours magistral en solo, comme je suis en train de vous le donner là, sur les grains d'enseignement, sur la scénarisation, sur les formes de coupure, sur ce qui peut exister comme grains justement unitaires d'information et d'enseignement autour duquel on va pouvoir proposer des missions aux apprenants, etc. Donc c'est à la fois un outil qui en réalité, alors qu'il était d'une pauvreté incroyable au départ, s'enrichit, mais c'est surtout un acte de préemption industrielle de la part des grandes marques de l'enseignement supérieur. Et évidemment, dans ce monde-là, une bonne partie des clients recherchés, ce qui explique d'ailleurs les taux d'abandon, sont des clients qui, en fait, ne sont pas en formation initiale, mais sont bien en poste, sont bien dans une démarche de formation tout au long de la vie, d'apprentissage en tout cas tout au long de la vie. Deuxième élément, où là encore, vous trouvez des acteurs bien précis, par exemple un IBM, ou un Pearson ici, l'éducation, comme toute activité, est une activité qui est potentiellement extrêmement productrice de données. Et à partir du moment où nous avons des données, on va commencer à demander aux acteurs de l'enseignement, aux apprenants, aux enseignants, aux organismes, des nouveaux indicateurs, des nouvelles preuves. Est-ce que les gens ont progressé? Comment ils ont progressé? Comment est-ce que vous savez que la manière dont vous le faites fonctionne mieux? Comment est-ce que vous savez que ça fonctionne mieux pour telle personne? Est-ce que vous savez adapter le circuit pour chacun de vos apprenants? Comment vous pouvez le faire? À partir de quel dispositif, y compris de quel dispositif industriel? L'enseignement fondé sur une preuve elle-même fondée sur des données, c'est une des tendances et une des demandes absolument considérables des années à venir. C'est une tendance et une demande qui peuvent être absolument piégeux aussi, évidemment, parce qu'on ne sait pas nécessairement quelles sont les bonnes données à demander, mais il se trouve qu'il y a, en tout cas, l'arrivée de toute une série de dispositifs qui correspondent à des attentes, et malgré tout, des vraies choses qu'on commence à apprendre, parce qu'en même temps qu'on travaille sur les données, en même temps qu'on travaille sur les circuits et sur l'individualisation, on travaille sur les sciences cognitives, on commence à comprendre un certain nombre de corrélations et de mécanismes. C'est pas magique, on est dans des domaines qui sont encore au mieux dans l'adolescence, voire même dans la grande enfance, mais c'est bien là qu'arrive, c'est par là en tout cas que sont en train d'arriver un certain nombre de nouveaux acteurs qui disent « nous, on fait de l'enseignement par la preuve, les autres, c'est des artisans ». Et donc cette question-là, en tout cas, elle vous est posée. Peut-être que vous ne voudrez pas aller dans cette direction-là, vous ne pourrez pas ne pas y aller du tout, à mon avis. Mais peut-être que vous voudrez vous différencier, que vous voudrez dire « oui, mais en fait, dans l'artisanat de masse, il peut y avoir des qualités, mais il va falloir le prouver. Il va falloir pouvoir vraiment expliciter pourquoi vous êtes dans telle ou telle position vis-à-vis de cette tendance qui est extraordinairement puissante et extraordinairement séduisante. C'est aussi pour vous dire que ce qu'il y a de fort aujourd'hui, c'est le foisonnement, c'est le dynamisme de ce secteur. Il y a deux champs dans lesquels aujourd'hui les capitaux risqueurs américains investissent massivement, c'est la santé et l'éducation. En gros, c'est les deux marchés sur lesquels ils veulent tout changer. Je ne dis pas qu'ils y arriveront, je ne dis pas que c'est forcément une bonne nouvelle, je dis que c'est ça qui est en train de se passer. Donc quand vous cherchez à faire des cartes, effectivement, ça part dans tous les sens. Parce qu'il y a un nombre d'initiatives, grandes, petites, moyennes, des startups, ou des startups qui travaillent avec Stanford et avec Harvard, et là, on n'est quand même pas tout à fait dans les mêmes niveaux de capacité d'investissement. Ça part absolument dans tous les sens, c'est extraordinairement dynamique, il faut le suivre de près, il faut essayer, il faut s'engager, il faut travailler éventuellement soi-même avec un certain nombre de startups. Et en tout cas, ce vers quoi ça nous amène aussi, c'est effectivement
qu'on n'est même plus dans la formation tout au long de la vie, ou alors on est vraiment dans la formation tout au long de la vie tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement je fais des allers-retours entre le travail et la formation, c'est je ne sais plus ce qui est quoi. C'est que je fais toujours un peu de tout à la fois. C'est que j'enseigne et je travaille et j'apprends et je partage et je crée et j'innove et c'est dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle et le travail et les autres formes d'activité ne sont plus si nettement différents qu'avant. Ça c'est vrai, je dirais conceptuellement, ça commence à s'outiller. On commence à réimaginer ce que c'est qu'un CV, ce que c'est qu'un réseau, ce que c'est que l'épreuve de compétences, ce que c'est qu'un diplôme, ce que c'est qu'un circuit ou qu'une série d'enseignements et qu'une progression dans un ensemble de compétences. On le fait dans un univers dans lequel l'abondance en termes d'outils et de ressources est absolue et donc quelque part la question n'est presque plus celle-là. Et on le fait aussi avec... Là encore, parfois une partie de fantasmes assez science-fictionnesques, avec l'idée que l'homme étant une machine apprenante et l'ordinateur aussi, on pourrait commencer à les rapprocher un petit peu plus les uns des autres et qu'on pourrait en tout cas aider à des prises un peu plus directes entre des machines électroniques et le cerveau ou le système nerveux. Donc, vous dire qu'on est vraiment dans un champ dans lequel des gens investissent de manière massive et de manière, comme on dirait, ce sera ma dernière considération, de manière, comme on dirait, disruptive. Et c'est important de comprendre cette notion de disruption qui est clairement un anglicisme, mais qui est autre chose que l'idée de rupture, que l'idée d'innovation de rupture. Le créateur de cette notion-là, de l'innovation disruptive, Clayton Christensen, monsieur intéressant, professeur à Harvard, de mormon revendiqué, tout ça, constate depuis quelques décennies une chose intéressante, c'est que les acteurs installés sur un marché, les leaders d'un marché, mais même les leaders très innovants, innovent à peu près systématiquement au plus haut de la courbe de technicité de leurs produits. C'est de l'innovation d'abord technique. Ils connaissent parfaitement leurs produits, leur métier, leur savoir-faire, etc. Et ils vont essayer de franchir des nouvelles étapes, des nouvelles frontières, de lever des verrous, comme on dit souvent dans l'innovation technologique. Et il dit oui, mais en fait, les innovations qui changent le marché, elles ne se situent pas là. Elles se situent chez des gens qui disent « Oh, mais là, du coup, bon, c'est sûrement bien leur truc, mais alors ça intéresse 1% des consommateurs. Moi, je vais me situer 1 ou 2 générations de technologie avant, et là, je vais tout de suite casser le marché et diviser les prix par 50 en proposant des produits un peu moins bons, mais qui vont s'adresser aux gens qui, aujourd'hui, ne sont pas intéressés par les produits les plus hauts, voire même n'ont pas aujourd'hui accès à la catégorie de produits ou de services concernés. Cette manière de décrire l'innovation est extraordinairement opératoire dans le domaine de l'innovation numérique, dans lequel, de manière relativement constante, les nouveaux acteurs qui vont remettre en cause tous les équilibres, qui vont déstabiliser les grands leaders de leur domaine, viennent avec des produits plus accessibles, au départ assez nettement moins bons que ceux qui sont proposés sur le marché, mais emportent avec eux les utilisateurs, d'une part parce qu'ils sont justement plus accessibles, et d'autre part, assez souvent, parce qu'ils s'intéressent plus aux utilisateurs, parce qu'ils leur proposent de travailler avec eux, de s'engager avec eux, d'innover avec eux. C'est évidemment tout ce qu'on va trouver autour aujourd'hui des innovations un peu communautaires dans lesquelles les consommateurs sont en même temps des coproducteurs, des réseaux, des promoteurs, des prescripteurs, etc. Et ça, vous allez le trouver à la fois donc dans le champ numérique, mais aujourd'hui, par exemple, il y a des marchés qui sont en phase de déstabilisation rapide, comme ceux des équipements médicaux, dans lesquels l'innovation de très très bas coût pour des capteurs qui sont capables de mesurer, de faire à peu près tous les tests médicaux possibles et imaginables, pour des couveuses qu'on sait fabriquer à partir d'objets et de matériaux accessibles en supermarché, pour des appareils de ventilation de bébés ou de prématurés, ou des stimulateurs cardiaques qu'on fait au centième du prix d'aujourd'hui. Évidemment, à nouveau, ils sont un peu moins sophistiqués, ils savent moins traiter des cas extrêmes, en revanche, ils sont infiniment plus accessibles. Il se trouve, là encore, que Christensen, avec d'autres, travaille aujourd'hui sur 2 sujets qu'ils pensent mûrs pour une disruption, la santé
extraordinairement coûteuses. Les nouveaux médicaments sont des médicaments super personnalisés qui vont cibler la bonne cellule, qui vont être dosés différemment et organisés différemment pour chaque patient de chaque pathologie difficile. Et il dit, c'est donc à l'endroit où on ne va pas s'occuper de ces patients-là, mais de tous les autres. Et par exemple, de tous ceux qui vont vivre de 60 à 90 ans avec des maladies chroniques. C'est là qu'on va casser le marché, c'est là qu'on va transformer complètement les systèmes de santé. Et il dit le deuxième marché. C'est un Américain, hein, qui dit marché tout le temps. Mais le deuxième marché, c'est l'éducation. Nous allons transformer l'éducation et nous allons la transformer, bien sûr, en faisant de la pédagogie, bien sûr avec des contenus, etc. Mais d'abord, on va la transformer par des transformations de modèles économiques. C'est ça le deuxième enjeu. Le premier enjeu, c'est comment on enseigne, à quoi on forme, qui on forme, comment on le fait, etc. C'est le cœur de votre métier, mais vous êtes dans un métier dans lequel vous êtes dans un métier exercé par des acteurs publics et privés, et les formes de la concurrence et ou éventuellement de la collaboration entre ces acteurs vont changer, sont en train de changer et vont changer d'une manière absolument considérable dans les années à venir. Et c'est aussi à ça qu'il va falloir vous préparer. Voilà ce que je voulais partager avec vous, en étant évidemment disponible, s'il reste du temps, ce que j'ignore, oui, en tout cas de mon point de vue, mais du vôtre peut-être pas, pour répondre à toutes les questions que vous voudrez. Merci.